Pendant des décennies, on a pu qualifier cette relation de paternaliste. Ça suppose que le savoir est du côté du médecin, qui se voit comme le gardien de l'intérêt du patient, en bon père de famille. On sait depuis, et cependant, que tous les pères ne sont pas des bons pères de famille. Et autant les professionnels de santé que les patients ont remis ce modèle paternaliste en question au cours des dernières décennies. Et il y a eu ensuite ce qu'on appelle l'approche centrée sur le patient. Alors, comme il fut question de remettre l'élève au cœur du système scolaire, c'est le patient que l'on a positionné au cœur du système de soins. L'ensemble des professionnels de santé rayonnant autour de lui, pour lui. Et à ce moment-là, il y a des programmes de recherche qui ont montré et démontré qu'une approche clinique centrée sur le patient permet une meilleure adhésion à la décision, au traitement, une diminution de l'anxiété, une préservation de la qualité de vie et surtout le renforcement de la relation de soins. Avec le modèle de Montréal, ce que l'on met au centre, ce n'est plus le patient, mais c'est la relation de soins. Et ça a à peu près une dizaine d'années. Et là, il ne s'agit plus de faire pour le patient, mais avec le patient pour lui. Et là, c'est vraiment dans l'objectif de participer à développer son pouvoir d'agir à lui. Le partenariat de soins s'appuie sur plusieurs principes. Le premier, c'est la reconnaissance de la complémentarité et de l'interdépendance des savoirs scientifiques, cliniques pour les professionnels de santé, expérientiels pour les patients. Alors, ces savoirs ne sont pas équivalents, ils ne sont pas interchangeables, c'est difficilement comparable, mais ils peuvent être complémentaires. Il me semble qu'il ne s'agit pas de gommer à tout prix l'asymétrie de la relation, mais ce qui serait dommage, c'est de ne pas la questionner, cette asymétrie. Cela suppose donc de s'interroger sur les savoirs expérientiels, de les caractériser pour expliquer en quoi ils sont d'une part inédits et donc essentiels dans le système de santé. Ça, c'est vraiment le premier des principes. Le deuxième, c'est que l'on considère que le patient est le premier producteur de soins à son égard. Il est soignant pour lui-même, ce qui veut dire que la dyade soigné-soignant n'a pas lieu d'être, puisqu'on est en présence aussi d'un soignant qui fait, et c'est le troisième principe, partie intégrante de l'équipe de soins. L'une des particularités principales du partenariat patient, c'est qu'on va travailler directement sur la vie du patient. Donc ça, c'est très présent au moment de la co-construction des objectifs de soins. Qui sont les objectifs de vie du patient? Et d'ailleurs, on va parler de sa vie dès le premier appel, dès l'anamnèse. En fait, on ne va pas parler de son trouble ou de ses difficultés, on va parler de l'impact de ces difficultés dans sa vie quotidienne. Et d'ailleurs, ensuite, ça va nous permettre de construire le projet de soins ensemble et on va l'écrire avec les mots du patient. Donc, par exemple, pour mon fils de 9 ans qui avait des difficultés de lecture, un objectif habituel aurait été améliorer la voie d'adressage en lecture. Voilà. Et pour lui, ça a été quand ma petite sœur a le choix entre maman et moi pour lui faire la lecture le soir, j'aimerais bien que de temps en temps, elle me choisisse moi. Voilà, donc ça a beaucoup plus de sens. Et bien sûr, cet objectif, un même objectif orthophonique peut avoir des formulations très différentes selon le patient. Et on reprend cette formulation telle qu'elle dans le compte-rendu de bilan, puisque celui-ci est adressé au médecin et au patient, et il a beaucoup plus de sens sous cette forme. À la fin du bilan, l'orthophoniste va demander au patient quelles sont les situations de sa vie quotidienne qui le gênent, celles qu'il aimerait bien voir changer grâce à notre travail ensemble. Il faut bien lui laisser le temps d'y réfléchir parce qu'on n'est pas du tout habitué en tant que patient à fixer des objectifs de soins. Dans le cadre d'une rééducation d'un enfant ou d'une personne, d'un adulte avec des troubles cognitifs, il faut inclure aussi le proche aidant dans cette réflexion et le proche aidant va aussi être inclus dans l'ensemble du suivi. Donc c'est le patient qui fixe ses objectifs, mais l'orthophoniste est quand même très actif dans cette démarche. En fait, on va accompagner le patient pour qu'il puisse décider d'objectifs qui soient précis
et atteignables à court ou moyen terme. Donc par exemple, pour le parent d'un enfant avec TSA, si son objectif c'était je voudrais que mon enfant parle, eh ben on va l'amener à préciser, jusqu'à obtenir un objectif du type Noam pourra me demander ce qu'il veut entre un gâteau ou une compote pour son goûter. Une fois que les objectifs ont été définis, le patient les hiérarchise en fonction de ses priorités dans sa vie, mais ça reste une co-construction, donc bien sûr l'orthophoniste apporte son savoir orthophonique pour éventuellement changer l'ordre de certaines priorités ou introduire des étapes supplémentaires. Et une fois que les objectifs sont définis, on va décider ensemble, l'orthophoniste et le patient, des moyens orthophoniques qui sont les plus adaptés à la vie du patient pour atteindre ces objectifs-là. Donc par exemple, pour Noam, ça pourrait être en montrant ce qu'il veut entre les deux, en faisant un petit geste, en prenant une image, en faisant un son. Et il est important de bien verbaliser au patient que ces objectifs ne sont pas gravés dans le marbre et qu'on peut à tout moment les réajuster. Après avoir co-construit le projet de soins, la posture de partenariat s'entretient au quotidien, de plusieurs façons. Il s'agit de maintenir la relation de confiance avec le patient ou son aidant en lui faisant sentir que c'est lui qui mène la prise en soin et qu'en tant qu'orthophoniste, je suis là pour lui. Je reste donc à l'écoute de ses besoins du moment et me montre réactive pour y apporter une réponse immédiate, quitte à chambouler ce que j'avais prévu pour ma séance. Ensuite, nous faisons une révision régulière des objectifs codéfinis au moyen d'une auto-évaluation fonctionnelle du patient dans ses différents milieux de vie pour voir si ces objectifs sont atteints ou s'ils sont éventuellement à réajuster. Je rappelle également au patient ou à son aidant que le but poursuivi est son autonomie face au trouble, pas sa guérison ou sa dépendance à l'orthophonie. Nous cherchons donc ensemble les clés pour qu'il apprivoise cette autonomie parfois effrayante, ce qui passe par beaucoup de réassurance et de valorisation de ses savoir-faire. Pour cela, il faut, en tant que thérapeute, identifier et accepter les moments paliers du patient, ceux où il n'est plus capable d'être meneur du soin, mais a besoin que l'orthophoniste prenne les commandes en reprenant une posture plus encadrante. Patient et thérapeute mènent donc tour à tour la prise en soin, ce qui nécessite un ajustement permanent de la posture de l'orthophoniste et renforce finalement la confiance dans la relation de soin. Après avoir travaillé plusieurs années en prise en soin classique, c'est-à-dire centrée sur le patient, je vois plusieurs bénéfices concrets du partenariat. Tout d'abord, une relation thérapeutique de meilleure qualité avec le patient et son entourage, car ils se sentent écoutés et pris en compte dès le début de notre travail ensemble. Par conséquent, l'absentéisme devient quasi inexistant. De plus, on sait exactement ce qu'on travaille. On n'a donc plus l'impression de se perdre dans les objectifs que nous avons déterminés et qui ne suscitent pas toujours l'adhésion. C'est un cercle vertueux qui se met en place, pour le patient comme pour l'orthophoniste. L'objectif est concret et mesurable, donc plus rapidement atteignable, ce qui renforce le sentiment de compétence du patient. Nous voyons ainsi concrètement notre utilité, ce qui réduit finalement notre sentiment d'imposture en nous valorisant professionnellement. C'est en outre une relation de soins très dynamisante, car on est toujours à la recherche de l'adaptation la plus fine à la plainte de notre patient. On s'enrichit également des savoirs expérientiels de nos patients qui pourront servir à d'autres par la suite. Avec des objectifs précis, les durées de prise en charge se réduisent, ce qui permet d'alléger nos listes d'attente et recevoir un panel de patients plus varié. Et en ayant des prises en charge plus courtes, il y a moins besoin de renouveler le matériel de rééducation, ce qui fait faire des économies. Enfin, on sent beaucoup moins de pression sur nos épaules. La charge et la responsabilité de l'efficacité de la rééducation ne reposent plus uniquement sur nous, elle est réellement partagée à 2 ou à 3. On ressent donc moins d'ennui, moins de fatigue, se sentant capable d'accueillir davantage de patients dans la semaine pour un coût cognitif inférieur. Il arrive que l'orthophoniste et son patient ne soient pas d'accord sur le moment d'arrêter la prise en soin. Or, comme le rappelait Sabine, il est important de prendre en compte l'expérience du patient. 2 situations sont alors possibles. Première situation, c'est le patient qui s'impatiente, alors que son orthophoniste juge que les compétences acquises ne sont pas suffisantes. Le professionnel de soins se retrouve devant un conflit éthique.
Comment faire au mieux, ne pas nuire, sachant qu'il sera ensuite difficile de mobiliser le patient si on refuse l'arrêt. Pour éviter cela, Ilona et sa patiente partenaire ont expliqué l'importance et la manière de définir, aussitôt après la restitution du bilan, un objectif fonctionnel qui permettra de juger plus objectivement de ses compétences. La relation thérapeutique en sera finalement plus apaisée. Dans l'autre cas, c'est l'inverse qui se produit. L'objectif étant atteint, l'orthophoniste peut juger les compétences suffisantes. Mais c'est le patient, cette fois, qui a peur de ne pas savoir faire face aux futurs enjeux, aux futurs examens scolaires par exemple. Comme le disait Elisabeth, il a besoin régulièrement de réassurance. En plus de faciliter l'autonomie du patient, c'est-à-dire sa capacité à faire des choix pour sa santé, il faut donc interroger et stimuler régulièrement le patient sur les 3 autres composantes de l'autodétermination, que sont la connaissance des compétences et des limites, celle des actions menant à la réussite ou à l'échec, et la capacité à trouver par soi-même des solutions. La grille d'autodétermination est là pour ça. Je vous propose maintenant une illustration avec Madame Randria Manantena, qui est maman partenaire en oralité. Quel était l'objectif de départ de la prise en soin de votre fils? L'objectif de départ, c'était que Thomas accepte de goûter tous les aliments. Et est-ce que cet objectif était atteint quand on a commencé à parler de la fin de prise en soin? Oui, et même dépassé car il a aimé de manger. Est-ce que vous étiez prête alors à ce moment-là à terminer la prise en soin? Non, pas encore. J'avais pas encore confiance en moi de continuer toute seule de donner les aliments à Thomas. Et j'étais pas sûre aussi de pouvoir cocher toute la grille. Alors qu'est-ce qu'on a décidé pour la suite? On a décidé que je trouve des solutions toute seule pour lui faire goûter 3 aliments qui lui posent beaucoup de problèmes. Et c'était la semoule, le brocoli et la chou-fleur. Et du coup, est-ce que ça a été réussi? Est-ce que vous avez pu cocher toute la grille après ça? Oui, après 2 séances, j'ai pu remplir toute la grille. Euh, et est-ce que vous étiez prête à ce moment-là à terminer la prise en soin? Oui, à partir de là, j'avais confiance en moi.